Ae nakomitunaka, ae nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka o, Nzambe o nakomitunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o. Bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez ne rien rater sur votre chaîne Kasai Développement, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout aimer, activer bien sûr la cloche pour recevoir toutes les notifications par rapport à toutes nos émissions et toutes les différentes informations que nous allons devoir désormais vous donner sur Kasai Développement TV. Vous voulez avoir les nouvelles du Kasai oriental, du Grand Kasai. En tout cas, abonnez-vous en masse à Kasai Développement TV depuis la ville de Mbujimayi, le Kasai oriental, et avec l'aide des dieux, nous serons sûrement partout dans le Grand Kasai pour pouvoir vous donner les informations et vous faire vivre les différentes réalités de nos milieux de vie. Et je sais que vous avez eu à nous suivre dans ce grand thème, le développement du Kasai oriental, un rendez-vous au manqué. Aujourd'hui, nous allons faire une certaine compilation, mais toutes nos excuses parce que les images que vous allez suivre avec notre invité, le docteur Badibanga Nsambukabisala, avec qui nous avons essayé de réfléchir largement et longuement sur ce thème, et qui estime qu'il y a une remise en question qui s'impose par rapport au développement de la province du Kasai oriental. Alors, vous allez devoir nous excuser, disais-je, par rapport à la qualité de ces images qui ont été prises par un amateur, mais c'est la matière qui nous intéresse. Et avec lui, comme je l'ai annoncé, ce sera la compilation de tous les deux numéros que nous avons dû faire avec lui par rapport à ce grand thème, le développement du Kasai oriental. Un rendez-vous manqué, cette question à laquelle on essaye de répondre avec cet invité et qui estime que la remise en question s'impose. Alors, dans cette compilation, il y a quelques nouvelles dimensions qui sont ajoutées, dans celle culturelle, sur le plan musical, sur le plan culinaire, des choses qui peuvent nous permettre de booster le développement de notre province, le développement de notre milieu de vie, le développement du Kasai, mais que nous négligeons. Alors nous allons donc laisser parler d'abord le docteur Badibanga Nsambuka, et par rapport à cette compilation, il va prendre tout le temps qu'il lui faudra pour pouvoir développer ce thème, et nous allons revenir point par point pour certaines précisions. Docteur, on est à vous. Bonjour. Parce que si je suis maintenant en train de débattre sur le développement du Kasai, est-ce un rendez-vous manqué? C'est parce qu'il y a toute une remise en question qui s'impose en voyant les 2 années du nouveau régime qui se vient de passer. Comment est-ce que évolue cette prise de pouvoir? Est-ce que cette prise de pouvoir donne des espoirs au peuple est-kasaïen? C'est pourquoi je parle de ce rendez-vous manqué qu'il nous faut remettre en question, la façon dont la gouvernance et au niveau national et au niveau provincial est en train d'être menée. Est-ce que nous avons des raisons d'espérer ou encore ce sont les espoirs qui seront déçus? Parce que nous avons déjà 2 ans de la nouvelle législature. Mais lorsque nous parlons de rendez-vous manqué, c'est parce que nous nous sommes mis dans cette vision au niveau d'abord du chef de l'État qui incarne justement, disons, la nouvelle législature. Il nous dit le peuple d'abord.
Et c'est ce que nous essayons d'analyser pour comprendre le peuple d'abord, qu'est-ce que cela veut dire. Nous disons le peuple d'abord, c'est assurer le bien-être de ce peuple. C'est l'engagement ferme que la nouvelle législature, avec le président Tshisekedi Tshilombo à la tête, l'Union pour la démocratie et le progrès social du l'UDPS avec ses alliés, se sont donc engagés pour dire nous allons assurer durant cette mandature le bien-être du peuple. Et à tous les niveaux, et pour nous au Kasaï oriental aussi, étant une législature provinciale de l'UDPS, nous sommes et ses alliés, nous sommes en train de nous dire, mais comment assurer ce peuple d'abord, ce bien-être? Je vais toujours rappeler que le bien-être, qui est d'ailleurs dans le plan d'action de cette vision, de cette perspective au niveau mondial du développement durable d'ici l'an 2030, le bien-être tourne autour de certains piliers que je rappelle toujours. Un, c'est la sécurité. Il faut d'abord assurer la sécurité des populations, la sécurité individuelle, la sécurité des familles. Deux, ce sont les autres piliers qui sont l'alimentation saine, qui sont les soins de santé de qualité, qui sont l'identité. Il faut que chaque individu ici, chaque citoyen, puisse avoir une identité depuis sa naissance. Nous avons l'emploi. C'est l'emploi qui nous permettra d'élever le niveau de vie. Si nous n'avons pas d'emploi, nous ne pouvons pas avoir un emploi rémunérateur sûr, nous ne pouvons pas avoir accès à cette élévation, prétendre à cette élévation du niveau de vie. Nous avons l'éducation, parce que l'éducation constitue un des piliers essentiels avec l'emploi et la santé pour le développement social. Nous ne pouvons pas parler du développement social sans parler de l'emploi, sans parler de l'éducation, sans parler de soins de santé, des soins de santé de qualité. Nous avons tout ce qui fait que nous pouvons rester dans un environnement sain avec toutes ces pandémies, toutes ces épidémies. C'est pourquoi nous parlons de l'assainissement, l'hygiène et l'eau. Et nous disons, sans hygiène, eau et assainissement, notre environnement n'est plus protecteur. Donc voilà les piliers que nous disons du bien-être. Maintenant, qui vont faire le peuple d'abord, ce sont ces piliers-là. Je rappelle toujours, ce sont ces piliers. Comment durant cette mandature qu'on vient de nous donner encore un autre paradigme qui est l'union sacrée de la nation, comment nous allons nous assurer le développement de notre province en ayant en tête le peuple d'abord autour de cette vision aussi d'union sacrée. Union sacrée, il nous faut rappeler encore ce que nous entendons par l'union sacrée. C'est-à-dire la nouvelle mandature ici, il n'y a pas de race d'appartenance en disant nous sommes de telle race. Il n'y a pas d'ethnie, de groupe ethnique, nous provenons d'eux, de qui, etc. Il n'y a pas de religion. Nous tous, nous aspirons à un même bien-être. Le bien-être n'a pas de goût, n'a pas de couleur. Ce bien-être, disons, comme on dit, l'eau est incolore, inodore. Donc c'est ce bien-être-là. Il n'y a pas de discrimination, que ce soit du genre ou n'importe quelle discrimination pour dire, pour gouverner et assurer le bien-être de la population, il nous faut appartenir à tel parti politique, il faut appartenir à tel groupe ethnique, il faut appartenir à tel groupe racial, il faut appartenir à tel groupe religieux.
Si nous comprenons de cette façon-là, eh bien, nous avons donné, peu importe, le plan d'action, comme le gouvernement de l'Union sacrée nous a donné, un plan d'action tellement ambitieux, avec autant de piliers. Si vous lisez ce plan d'action, vous pouvez vous poser des questions par où est-ce qu'ils vont commencer. Eh bien, nous leur disons, ils vont commencer par les piliers pour nous du bien-être. Et nous avons commencé avec la sécurité pour dire c'est cette sécurité qui est protectrice et qui va assurer à ce que cette population, cet individu, mais l'individu vit au sein d'une famille et c'est cette sécurité qui va leur permettre de dire ok, maintenant nous allons travailler pour élever notre niveau de vie. C'est pour cela que nous sommes en train de croire que si le Kasaï oriental veut se développer, il faut avoir une gouvernance visionnaire, messianique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire un rêve. Depuis le jeune enfance, nous avons toujours un rêve. Je veux devenir pilote, je veux devenir médecin, je vais devenir ingénieur, je vais devenir avocat, je vais devenir magistrat, je vais devenir enseignant, professeur. Chacun de nous a toujours un rêve. Eh bien, il faut que le Kasaï oriental puisse nous dire quel est son rêve dans cette mandature de l'Union sacrée pour la nation, avec ce mot d'ordre, le peuple d'abord, le bien-être du peuple. Ah ben, nous disons le développement du Kasaï oriental qui va déterminer la gouvernance, le type de gouvernance qu'il nous faut avoir pour amener ce peuple à accomplir, à réaliser ce rêve. C'est ce qui va déterminer le type, le profil des dirigeants que nous devons avoir pour conduire ce peuple à ce bien-être-là. Donc nous ne pouvons pas dire les dirigeants, que ce soit au niveau exécutif provincial, que ce soit au niveau législatif provincial, que ce soit au niveau judiciaire, et nous ajouterons encore ce pouvoir, ce quatrième pouvoir, et la presse écrite ou visuelle, nous disons, écoutez, si nous voulons réaliser ce rêve, il faut que nous ayons une gouvernance à tous ces 4 niveaux que je viens de décrire qui nous amènera à ce bien-être. Et c'est le profil de cette gouvernance n'a pas aussi de provenance ni ethnique, ni raciale, ni politique. Ça doit être ni du genre, ça doit être quels sont les hommes et les femmes capables de réaliser ce rêve du Kasaï oriental. C'est autour de ça que nous allons, moi je dis, il faut faire dans cette législature du Kasaï oriental un modèle de développement pour le bien-être. Et quel est ce modèle de développement pour le Kasaï oriental? Tout ce que vous pouvez produire comme plan d'action, comme je ne sais pas quelles idées, mais il faudrait justement donner ce modèle. Il va répondre à quel modèle? Et c'est là où ça devient assez intéressant quand on soulève la question du modèle. Par où nous allons commencer pour établir ce modèle? Nous disons, il y a des expériences que nous avons déjà vécues par nous-mêmes. Et il y a aussi ce que nous avons toujours défini comme une caractéristique spécifique du peuple kassaïen, pour ne pas dire Luba. Et cette caractéristique qui fait sa puissance, c'est cet esprit d'entrepreneuriat. Cet esprit d'entrepreneuriat a fait de nous que, peu importe les difficultés, les obstacles de l'environnement dans lequel nous allons nous retrouver, peu importe ces obstacles, nous arrivons toujours à nous en sortir. Parce que nous avons un esprit d'entrepreneuriat
et nous ne sommes pas dépendants des autres. C'est d'ailleurs ce que certains anthropologues, c'est une hypothèse à étudier, font que nous sommes très conflictuels. Pourquoi nous sommes conflictuels? Une des raisons, c'est parce que nous ne voulons pas cette dépendance. Nous voulons toujours nous affirmer. Je suis tel, je suis tel, je suis tel. Et parce que nous avons cet esprit d'entrepreneuriat pour dire ce que toi tu fais, et moi je suis capable aussi de faire peut-être mieux que toi. Donc ça c'est une puissance, c'est une force pour nous. Donc nous devons bâtir notre modèle de développement sur cet esprit d'entrepreneuriat du peuple est-kassaïen ou du peuple kassaïen dans sa globalité. Une fois que nous avons dit, nous avons le fort, peu importe où nous nous trouvons, dans l'espace du territoire national ou mondial, si nous sommes ici au Kasaï, nous avons toujours développé cet esprit d'entrepreneuriat, nous en sortir. Si nous sommes dans d'autres provinces, nous faisons tout pour nous en sortir. Si nous sommes à l'extérieur du pays, nous avons toujours cet esprit créatif, imaginatif, qui fait qu'on nous taxe par les autres en disant que nous sommes un peuple dominateur, parce que nous voulons toujours nous imposer. Mais il faut utiliser cet esprit d'entrepreneuriat ici chez nous pour en faire un modèle de développement. Et voilà comment est-ce que nous allons nous y prendre. Je vous dis, il faut réfléchir sur le développement du capital humain. Le capital humain, c'est celui-là qui nous permettra justement d'avoir des hommes et des femmes qui pensent comment nous allons promouvoir cet esprit d'entrepreneuriat pour nous en sortir. Regardons les expériences du passé, comment le peuple kassaïen, en général est-kassaïen en particulier, et Luba, a surmonté les difficultés de la vie pour s'en sortir. C'est parce que nous avions notre culture. La culture, ce sont nos pratiques, nos traditions. Et notre culture nous assure la cohésion sociale parce que nous avons heureusement dans cet espace une langue unique qui est le Chiluba, qui nous permet de communiquer entre nous. Ça, c'est une force. Donc, c'est un véhicule qui nous permet de dire comment est-ce que nous pouvons assurer notre survie. Mais c'est pas, nous allons dire, nous avons nos pratiques, nous avons nos traditions. Mais ces pratiques, quelles sont-elles qui vont faire notre modèle? Vous vous rappellerez ici que ces ressources que nous avons dit, le capital humain, observez un peu ce qui se passe dans notre communauté, dans notre société ici. Nous avons cet esprit de créativité. Regardez ce qui se passe. Dans quel domaine? Donc, il y a ce que nous disons des connaissances innées, parce que d'après notre milieu de vie traditionnel, on a appris certaines choses, on a accumulé certaines expériences. Ça, ce sont des expériences innées acquises par rapport à notre environnement. Il y a maintenant aussi, pour promouvoir, pour améliorer, il y a l'éducation intellectuelle. L'éducation intellectuelle, pour dire l'éducation scolaire. Il y a aussi cette éducation que nous disons l'éducation éthique morale. Ça, ce sont nos traditions qui nous ont toujours donné cette éducation éthique morale. Comment nous comporter en société, mais en défendant toujours la famille. Notre éducation éthique morale tournait autour de la famille. On défendait toujours la famille, que nous devons rester, malgré tout, toujours une famille. Et hélas, qui est en train de se désintégrer au fur et à mesure de l'évolution. Parce que maintenant, il y a le brassage et il y a la migration
qui fait que cette famille qui était notre rempart, notre fierté, est en train de se désintégrer au fur et à mesure et nous fait perdre cette cohésion sociale que nous avions dans les temps, qui était notre identité partout où nous pouvions nous retrouver. C'était la famille que nous brandissions avec nos mœurs, nos coutumes, nos traditions positives, je veux dire, qui faisaient de nous donc cette identité du Kassaïen, du Moulouba, que nous sommes en train de perdre maintenant, malgré la langue qui est unique. Alors, je reviens à ce modèle de capital humain. Donc, il nous faudrait regarder ce qui se passe. Prenons dans les domaines, parce que j'ai dit c'est la culture qui va nous guider, l'art culinaire. Prenons l'art culinaire. Mais nous avions, nous, imposé ces pratiques de certains mets, de certains aliments purement, disons, autochtones pour nous. Partout, maintenant, en République démocratique du Congo, renforcé par l'époque du Zaïre, avec le recours à l'authenticité, maintenant tout le monde mange et appelle les Tchitekuteku, tout le monde appelle les Matamba, tout le monde appelle, je ne sais pas quoi encore, on dit, d'autres disent les Lenga, mais on a pris le langage de notre art culinaire qui s'est imposé au fur et à mesure partout. Nous, dans le temps, dans l'espace, la zone ouest du pays, on ne mangeait pas le foufou de maïs. On disait que ça, c'est pour l'espace kassaïen. Mais actuellement, nous avons su imposer partout ce chimara appelé foufou ou foufou à massango, etc. Mais nous ne sommes pas conscients de ça. Or, c'est ça qui fait justement notre identité. Nous disons, est-ce que nous pouvons l'utiliser? Malheureusement, nous avons perdu d'autres. Je me rappelle toujours de notre chikwang à base de bananes plantain, je pense, a disparu. C'est très difficile maintenant d'en trouver. Or, ça pouvait faire une identité et une spécificité de notre espace kassaïen pour former des jeunes gens, pour donc le capital humain, pour continuer à produire. Donc, nous pouvons dire un domaine, je donne comme ça. Nous avons, par exemple, dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, ils ont fait de leur farine de manioc un aliment maintenant qui s'impose à tous, la tchéké. Mais nous avons notre tchomba tchakaviol. Mais ça peut rendre les gens très riches si nous avons cette intelligence de comment améliorer les tchomba tchakaviola et en faire un aliment parce qu'on peut le conserver et tout le monde peut le faire, même au niveau des villages. Mais nous sommes en train d'oublier ça. Maintenant, nous tous, c'est la chikwang à base de manioc. On a oublié la chikwang à base de bananes plantain. Donc, quand nous réfléchissons nos traditions positives, c'est ça le modèle de développement que nous pouvons dire. Mais nous pouvons produire, on voit chaque fois les bananes plantain, mais il ne faut pas seulement manger comme on fait les frites, etc. Mais revenons à nos chikwang parce qu'on peut mieux les conserver et les vendre ailleurs. Ça, c'est un exemple que je dis, mais nous avons des pratiques au niveau de culinaire qui se sont imposées et qu'on peut en faire un produit de richesse. Malheureusement, nous ne sommes pas conscients. Nous avons d'autres pratiques dont je dis seulement un exemple. Vous avez, au niveau de nos villages, on s'est transformé les noix de palme en huile partout en Afrique, de façon artisanale. On sait fabriquer l'huile d'arachide de façon artisanale avec la pierre, là, etc. Mais si on veut faire un modèle de développement, mais justement, il faut apprendre
à nos élèves ou à la jeunesse comment transformer ce produit des champs, parce qu'ils sont à notre portée. Donc, rendre ces ressources-là disponibles, les mobiliser. Ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons prétendre à un développement par nous-mêmes, sans dépendre des autres. Nous rentrons dans les arts. Nous avons, nous, des objets d'art dans l'espace kassaïen. Mais est-ce que vous entendez encore ici, promenez-vous dans nos marchés ici, est-ce que vous voyez encore les arts, les objets d'art, la sculpture, encore dans l'espace? Dans le temps, nous allions toujours vers Ilebo, l'Empire Bakuba là-bas, on allait chercher des objets d'art. Il y avait des boutiques pour acheter les objets d'art. Mais je ne sais pas si ici nous les avons. On ne sait même plus, nos enfants ne savent même plus cet objet, la sculpture ici vient d'où. On a oublié. Revenons à quelque chose qui est pour moi, disons, qui me fascine, mais qui me tient beaucoup à cœur dans les arts, là, nos instruments de musique traditionnels. Je reviens toujours à ça, nos instruments de musique traditionnels. Comment on peut comprendre qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas en faire un objet de richesse, d'élévation du niveau de vie? Combien de gens ici, nos jeunes, savent fabriquer nos xylophones ici, savent fabriquer nos tam-tams ici, savent fabriquer nos balafons ou les dikembe ici. Nous avions dans le temps 1960, à cette époque, il y avait une sorte de dikembe avec une calebasse en dessous qui en faisait comme la basse que vous avez quand vous jouez à la guitare. Mais ce dikembe a disparu. Mais c'est là où nous disons, mais il faut revenir à notre culture pour inventer. Ne pas seulement copier des autres. Nos baffles là, et nos xylophones. Hélas, c'est comme ça, je dis, il faut que l'école change. Pour que l'école puisse s'adapter à notre contexte. Est-ce que vous voyez, vous, des institutions techniques ici, des instituts techniques, que ce soit au niveau des humanités, au niveau des instituts supérieurs universités, les gens qui ont des ateliers de fabrication des xylophones, des tam-tams. On a honte maintenant. Quand on vous voit fabriquer le tam-tam, les jeunes gens disent, mais qui teenage? Maintenant, nous avons les synthétiseurs, nous avons... Mais regardez où est-ce que nous allons. Alors que d'autres nations envient beaucoup nos xylophones. Je dis toujours, mais si vous mettez vos écoles techniques, mettez les xylophones dedans, mettez la fabrication de nos dikembe, mettez la fabrication de nos tam-tams, pour que nos élèves apprennent, la jeunesse apprenne ça, que nous ayons des marchés de quincaillerie. Quand le président de la République, dans sa prise de fonction au niveau de l'Union africaine, a dit, pour la paix, la sécurité, il nous faudrait des stratégies culturelles et la culture, nos chants, danses, instruments de musique traditionnels, notre culture reviennent dans les cours des écoles et reviennent dans les marchés. C'est ça. J'essaye par tous les moyens de convaincre certains citoyens ici. J'ai dit, mais venez à l'école pour apprendre à nos enfants à jouer et à fabriquer les dikembe. C'est ça le grand laboratoire que nous avons. Donc bref, je veux dire que c'est notre culture qui nous permet de dire, bon, nous avons tel style, culture du point de vue vestimentaire. Pourquoi nous devons toujours recourir à d'autres types d'habillement, de vêtements que les autres fabriquent? Même si nous avons raté le recours à l'authenticité, mais ça donnait la richesse avec cette recours au porter des pagnes pour nos filles, nos mamans. Mais ça faisait on avait des industries de fabrication de pagnes. Au lieu d'importer,
On a développé, on a créé la richesse. En Afrique de l'Ouest, les femmes, et certaines ont bien entendu, c'est à partir de leurs produits, le raffia, je ne sais pas quoi, qu'ils fabriquent leurs propres tissus. Mais ici, chez nous, regardez par exemple nos jeunes femmes, nos jeunes filles, très peu portent des pagnes. Très peu portent des pagnes. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que croient que le pagne ne fait pas moderne. Mais c'est une aberration. Alors que nous pouvions dire non. Comme nous avions été dans les années 70-80, le recours à l'authenticité était tellement positif, mais il y a eu une récupération malheureuse politique. Donc, il nous faut revenir à ça, une culture vestimentaire. On va produire localement. Donc, ce sont des exemples seulement que je donne pour dire il nous faut un modèle. C'est ce modèle du bien-être, parce que ça, on sait le faire partout. Et dans nos villages, et l'implanter dans toutes les écoles. Mais si nous n'avons pas ce modèle en tête, nous allons copier ce qui vient de l'extérieur. Nous n'allons pas créer la richesse d'élévation du niveau de vie. Nous allons toujours attendre. Nous allons toujours attendre. En période de crise, c'est là où les gens se réveillent pour produire par eux-mêmes. Si vous allez à Goma, malgré la zone de guerre, vous allez vous étonner de ce qu'il y a comme habitat. Nous avons parlé des logements, mais regardez ce qu'il y a, comment ils investissent chez eux, alors que c'est un pays et c'est une zone de guerre, une province de guerre. Mais vous n'allez pas comparer Goma avec nous ici. Mais qu'est-ce qui fait ces différences alors que nous avons tous les moyens et toutes les ressources? Mais notre capital humain migre ailleurs. C'est pourquoi je suis en train de dire notre modèle de développement doit répondre à ça. Développer notre capital humain à partir de nos propres ressources, ce qui existe, et essayer maintenant de le promouvoir en regardant toujours notre culture, en disant voilà ce que notre culture nous permet de faire et voilà comment nous pouvons développer des petites et moyennes entreprises pour essayer justement de donner de l'emploi à tous les jeunes. Je voudrais terminer quand même avec toujours ce qui me hante l'esprit jour et nuit. Toute cette jeunesse, etc., toute cette jeunesse, si vous allez dans les milieux ruraux, dans nos territoires, on est effrayé par, disons, l'abondance de cette jeunesse. Mais si cette jeunesse-là, si nous disons, nous allons transformer par nous-mêmes ce qui nous est accessible, c'est les produits des champs que nous pouvons transformer. Maintenant, nous commençons même à manquer les agrumes. Les agrumes, ce sont les oranges, les citrons, les mangues et les mandarines ici, alors que c'était plein. Il faut maintenant aller les chercher ailleurs. Ça commence à disparaître même. Mais si nous pouvons adapter l'école maintenant, le capital humain par l'éducation scolaire, intellectuelle et par l'éducation éthique, etc., nous pouvons avoir des produits des champs agroalimentaires et commencer à les transformer. Ce sont les meilleurs laboratoires. Au lieu d'attendre les laboratoires avec de la matière première importée, mais nous avons des laboratoires qui peuvent être immédiatement utilisables. Qu'est-ce que nous avons encore comme ressources ici? Le président de la République, maintenant aussi avec l'Union africaine, est en train de parler de jardins scolaires. Mais est-ce qu'il nous faut attendre quelqu'un qui vient de Kinshasa pour venir nous dire que toutes les écoles, par exemple la journée
et de l'enseignement, le 30 avril est la fête du travail. Mais on pouvait décréter cette journée d'enseignement pour dire que chaque école puisse avoir son jardin ou planter des arbres. Aucune initiative jusqu'à présent, nous restons comme figés et une inanition, une inerte. C'est ce qui nous étonne. C'est en période de crise qu'on développe son esprit de créativité, d'imagination. Nous pouvons être modèles. Nous avons regardé autour de Mbujimayi. Il n'y a plus d'arbres. Nous pouvons être modèles pour dire nous allons nous-mêmes planter des arbres, etc. Et voilà, les écoles peuvent être des zones, que ce soit au niveau des instituts supérieurs ou des instituts des universités ou des humanités, des écoles primaires. Donc, c'est ça que cet esprit d'invention, malheureusement, est en train de nous. Pour arranger les routes, nous ne pouvons pas seulement attendre que l'OVD, le FONER ou je ne sais pas, non. Puisque dans le plan d'action actuel, on fait recours au cantonnage. Mais prenez tous ces jeunes ici dans les villes, de quartier par quartier et rue par rue, au lieu d'avoir un salongo donc qui tourne en rond, nous pouvons réfléchir, utiliser ces jeunes-là. Ils ne demandent pas beaucoup. Avec des petits riens comme motivation de nos villes et nos chefs-lieux et nos villages. C'est ça. Donc, les ressources disponibles, nous avons le capital. Faire en sorte que toutes nos routes, avec seulement cette jeunesse qui, à 80-90% n'a pas d'emploi, on peut le dire, une partie seront déversées là. Je disais, mais pourquoi? Je pense toujours, pourquoi ne pas créer notre propre service civique provincial? Il ne faut pas attendre seulement ce que Kinshasa va nous dire. C'est ça notre modèle. Nous mobilisons nos propres ressources locales, existantes, et nous disons, voilà, nous pouvons les brancher sur ça, sur tel aspect du développement. Je parle actuellement les chants et danses et les instruments de musique. Je reviens un peu à notre culture. Si vous suivez notre histoire, nous sommes très créatifs dans la chanson. Actuellement, nous avons un style de chanson qui est en train de prendre vraiment d'être diffusé partout, qu'on dit les chansons religieuses. Maintenant, on ne sait pas si elles sont religieuses ou profanes, laïques, parce qu'on mélange tout. Mais ça, c'est quelque chose de formidable qui est en train de se prendre. Et ça se diffuse partout. Mais il n'y a pas des gens qui réfléchissent pour dire, mais pour que ces chansons restent éternelles, le font de notre histoire, en faire même des écoles de musique ici, pour dire, reprenons ces chansons, parce que du moutouachi traditionnel qui a remplacé nos chansons originelles avec notre mélodie que moi je joue ici à notre école avec ma chorale, ce sont les chansons originelles, la mélodie Luba originelle, mais qui a été remplacée par les Chikuna et le moutouachi. Maintenant, nous avons un type de chansons là, et religieuse d'abord, maintenant qui devient mixte. Mais il n'y a pas des gens qui réfléchissent sur ça pour dire, mais comment faire de ces chansons-là, comme on a fait de la rumba, un patrimoine? Donc d'étudier toute cette histoire de l'évolution de nos chansons, disons de l'espace kassaïen ici. C'est la même chose qu'avec le kassala. Mais le kassala reste toujours quelque chose de privé et de cercle vraiment restreint, alors qu'il peut devenir un patrimoine national, pourquoi pas un mondial. Voilà le modèle que je dis, faire du Kassai un modèle de développement à partir du capital humain, et de ce capital humain, nous allons voir comment, avec notre culture,
nous pouvons faire le développement social, nous pouvons faire le développement économique. Donc il y a beaucoup à dire, mais il faut des gens qui rêvent. Ce n'est que ce type de gouvernance qui va pouvoir faire sortir ce Kasaï oriental de cette situation. Sinon, si on ne remet pas en cause, nous allons dire un rendez-vous manqué d'ici 2023 ou 2030. Voilà, vous venez de suivre ce petit exposé du docteur Badibanga Nsambouka. Mais docteur, est-ce une fois de plus, vous êtes candidat gouverneur? Voilà la question que ceux qui ont suivi nos deux précédents numéros nous ont posée. Pourquoi avoir choisi seulement ce moment alors qu'au niveau de la province du Kasaï oriental, le gouverneur a été frappé par une motion de défiance et vous choisissez ce moment pour pouvoir parler de ce thème, le développement du Kasaï oriental, un rendez-vous manqué, et vous précisez que la remise en question s'impose. Pourquoi seulement ce moment? À cause des remous, bouleversements qui sont intervenus et au niveau, dans les 2 ans de mandature de président Tshisekedi Tshilombo, qui est notre fils, qui est notre frère. Donc, je dis, il y a ce bouleversement, ce rendez-vous, et les 2 ans, il y a des murmures au sein de notre peuple. Ce bouleversement aussi, concomitamment, avec le bouleversement remous dans notre propre province. Donc, nous nous retrouvons 2 ans après, alors que nous avons un mandat de 3 ans, avec tout ce remous. Donc, on remet la pendule à l'heure. Je dis, on avait beaucoup d'espoir dans cette mutation. Il y a eu une mutation profonde. Donc, ce sont ces 2 bouleversements, l'avènement de l'union sacrée, le peuple d'abord, et ce que je me dis, mais nous commençons encore à nous chamailler entre nous. Voilà une des raisons. Merci. Et pour vous, le Kasaï oriental est-il en voie de développement ou rien n'est encore fait en ce moment-ci pour arriver à ce développement? Non. Pour que notre province puisse parler du développement, il faut comparer de ce que nous étions avant et de ce que nous sommes aujourd'hui. Les maux, les situations de détresse, d'adversité que nous vivions avant 2018 perdurent. Donc nous ne pouvons pas parler du développement. On pourrait parler que on marque le pas ou de régression. Alors, d'une manière brève, à qui donnez-vous la faute? Je vous ai dit ici qu'il faut emprunter cette idée au président même de la République et aussi à notre histoire. Notre histoire du peuple kassaïen est toujours de va-et-vient, de conflits. Et la faute, c'est que nous ne prenons pas conscience de cette puissance de notre propre esprit, de ne pas être dépendant des autres. Alors que notre esprit n'est pas celui-là, c'est être autonome. Et le fait que, quand on regarde notre histoire, nous avons toujours des va-et-vient, c'est ce qui fait que ce peuple kassaïen qui n'a pas encore pris conscience de sa force-là, et est en train d'abandonner pourquoi que ça viendra d'ailleurs. Voilà la raison profonde pour moi on marque le pas de cette inanition, de cette inertie. Et on s'entretue. Et vous avez parlé de l'union sacrée qui est une nouvelle mandature. Que voulez-vous dire par là? Alors que Félix Tshisekedi a déjà 2 ans, voulez-vous dire qu'il vient à peine de commencer son mandat ou bien que voulez-vous dire par une nouvelle mandature de l'union sacrée? La remise en question. C'est-à-dire au niveau de son état-major ou avec l'UDPS, etc. Ils ont fait une remise en question. Où allons-nous? D'où nous venons? Ils ont vu qu'ils font du sur place. Et c'est comme ça notre histoire. J'ai rappelé dans d'autres émissions, ce thème-là
est utilisé aussi par Patrice Emery Lumumba en 1959. Lorsqu'on voulait prétendre à l'indépendance, il a dit, mais l'indépendance n'a pas de couleur, n'a pas de race. C'est une idée, nous mettre ensemble pour le bien-être du peuple congolais. Et voilà, c'est ça que je dis. Cette union sacrée, c'est comme ça. Ils ont dit, si nous n'avons pas d'union sacrée, nous n'allons pas relever ce pays, ce bien-être, le peuple d'abord. Remettre la pendule à l'heure, c'est dire, nous n'avons pas d'idéologie qui peut mobiliser tout ce peuple. Et c'est ce qui manque dans notre province ici. On interprète de façon tronquée l'union sacrée. Si nous sommes la province du chef de l'État, c'est ce modèle que je suis en train de... Nous devons être modèles, que les autres vont dire, regardez, malgré qu'ils ont un de leurs fils, de leurs frères chefs de l'État, ils se développent par eux-mêmes. C'est ce qui nous manque. Le Kassaïen doit comprendre l'esprit de l'union sacrée, vous dites, docteur, mais quelle chance, personnellement, vous donnez à cette union sacrée telle que conçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je suis perplexe. Je ne sais pas, nous allons voir les signaux que ce gouvernement va nous donner les 100 jours, puisqu'on nous dit c'est dans les 100 jours on voit. C'est comme ça que nous avions fait ici au Kasaï oriental aussi, après 100 jours de la gouvernance, que ce soit exécutive, que ce soit législative ou judiciaire, nous avons vu qu'on faisait du surplace. Donc nous allons attendre les 100 jours. Pour le moment, je suis perplexe. Ils ont un plan très ambitieux, mais que moi, je viens de dire, nous allons apprécier par rapport au bien-être de la population, dont la sécurité est d'abord la priorité de priorité. Vous estimez, docteur, que pour le développement de la province du Kasaï oriental, il faut un certain profil, mais est-ce que le développement de cette province a été freiné parce que les dirigeants ne sont pas à la hauteur de leurs tâches ou ne répondent pas au profil qu'il faut? Non. C'est parce que nous n'avons pas eu un rêve d'ensemble, communier ensemble pour dire qu'est-ce que nous voulons. C'est maintenant ce modèle-là de développement que je suis en train de décrire, qu'on vient de nous donner au niveau d'en haut. On vient de nous dire le peuple d'abord, le bien-être du peuple. C'est ce modèle, je dis, si nous avions aussi ce modèle-là avant les élections, on allait choisir les types de dirigeants qui aspiraient à réaliser ce rêve-là. Nous n'avions pas ce rêve lorsqu'il y avait des candidatures, etc. Nous sommes restés avec nous qui étions avec l'UDPS, etc., dans le militantisme. C'est ce militantisme qui continue jusqu'à présent. Maintenant, avec l'Union sacrée, on vient de remettre tout en question. Donc, il faut avoir des dirigeants qui répondent maintenant à ce profil-là. C'est ce que je veux dire. Que si nous avons des dirigeants actuels, nous n'avions pas défini notre modèle de développement, notre vision. Maintenant, nous sommes en train de nous entretuer pour rien. Et que maintenant, la gouvernance au niveau national vient de remettre la pendule à l'heure pour nous dire, voilà la vision que je vous donne. Donc, le type de dirigeants que nous devons avoir, ou ceux qui sont là, doivent se reconvertir pour dire, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de groupe ethnique, il n'y a pas C'est ça le type de dirigeants maintenant, ceux qui sont là, nous tous nous devons, et la communauté, les familles, nous devons nous reconvertir vers cette vision. C'est ce que je veux dire. Et en parlant de l'entrepreneuriat, docteur, estimez-vous qu'il y a crise de modèle pour un bon entrepreneuriat au niveau de la province du Kasaï oriental, parce que les initiatives sont là, mais pour les mettre en pratique, est-ce qu'il y a une crise de modèle? Je veux dire
la gouvernance, la société ne tient pas compte de notre esprit d'entrepreneuriat, ne regarde pas assez ce que nous sommes en train de réaliser par nous-mêmes. Si nous avons survécu de toutes ces crises depuis l'indépendance, du moins jusque maintenant, c'est parce qu'il existe au sein de cette communauté kassaïenne cet esprit d'entrepreneuriat, de dépendre de soi-même. Mais malheureusement, quand nous sommes en train maintenant de gérer notre société, nous ne tenons pas compte de cet esprit. Parce que ce sont les gens eux-mêmes qui se sont débattus pour asseoir ce Kasaï oriental tel que nous l'avons. Mais maintenant, dans nos plans d'action, on ne tient pas. Est-ce que c'est nous qui demandons à ces jeunes gens d'inventer le type de bicyclette que nous voyons ici pour transporter tous ces fardeaux? Est-ce que c'est nous qui apprenons, même à l'école, on n'apprend pas ça, à ces jeunes gens de réparer et de fabriquer les moulins que nous voyons ici et qui sont en train maintenant de fabriquer des convertisseurs pour les panneaux solaires? Nous ne leur apprenons pas ça à l'école. Les téléphones, la réparation des téléphones, de tout ce qui est l'informatique, etc. Mais regardez nos écoles professionnelles ou nos instituts supérieurs, disons, techniques. Mais c'est toujours la théorie par excellence. Alors qu'à la cité, ce n'est pas l'école ici qui apprend à ces jeunes gens comment il faut débosseler un véhicule. Mais regardez, nous avons ces petites entreprises, mais on dit le quado. Mais le quado, là, c'est une petite entreprise, travail rémunérateur inventé par les jeunes gens pour survivre. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Tant que nous n'allons pas tenir compte des capacités, des connaissances locales pour le promouvoir, nous tuons notre esprit d'entrepreneuriat, nous ne pourrons pas nous développer. C'est ça le premier capital humain que nous avons. Pourquoi Dr Badiouba Nsambo Kabisala estime qu'il y a vraiment une crise ou que nous sommes en train de perdre notre identité de Balouba ou l'identité du Moulouba? Et que faut-il faire pour sauver cette identité afin qu'elle ne puisse pas se perdre? Je dois vous dire franchement qu'il y a des signes qui montrent que nous perdons. Je vous ai donné des exemples, et par exemple que les chansons, les religions. Hein, aujourd'hui, nous avons des groupes religieux qui refusent de jouer, par exemple, à nos tam-tams, là, nos xylophones, en traitant ça de diable. Mais qui préfèrent jouer au synthétiseur, à la guitare, au saxophone, etc. Mais ça, c'est nous, c'est notre esprit qu'on touche. Il faut revenir et perfectionner, parce que même ceux qui ont fabriqué les synthétiseurs, mais ils ont pris des sons de nos xylophones, de nos tam-tams là-dedans. Donc nos jeunes gens peuvent aussi améliorer nos xylophones si on leur apprenait à fabriquer ça. C'est ça que je dis, notre identité. Nous avons dans nos restaurants ici, ou bien dans nos familles, vous allez trouver, prenons l'exemple de nos mets ici, mais on pense que c'est des secondes zones, alors que c'est ce qui a fait même la fierté du régime Mobutu. On a vu, nous avons une diversité. Vous savez que maintenant, il y a des cultures des insectes, Or, nous sommes les champions en insectes ici. Regardez la variété d'insectes que nous avons ici. Les termites rampantes, volantes, etc. Les chenilles de toutes sortes. Mais il n'y a pas d'esprit de créativité de dire ça peut être une richesse. On cultive, je dis on cultive maintenant ces insectes ailleurs, parce que c'est très riche en protéines et surtout les éléments protéiniques qu'on appelle les acides aminés. Mais nous pensons que ce sont des choses... non, Yakumso. Non. Mais c'est ça qui peut faire en sorte que nous puissions exporter ça. Nos frères et sœurs qui vivent dans la diaspora, nous tous quand nous partons
dans ces pays-là, que ce soit au niveau de l'Afrique ou au niveau extérieur, nous emportons toujours nos chenilles, nos fourmis là-bas, nos termites, nos caléries, etc., nos tchomba tchakabiola pour leur apporter ça. Mais tandis qu'ici, chez nous, il n'y a pas cette industrie de production en quantité, etc. D'autres n'en mangent pas. Surtout certains jeunes ici disent que ça leur donne des nausées. C'est ce que je veux dire. Il y a l'éducation éthique morale avec les religions qui refusent d'utiliser certaines pratiques saines, positives, telles que les xylophones, les tam-tams, en disant c'est pour les satans. Et on nous amène, écoutez vous-même, ça bouillonne en Mbujimayi depuis vendredi chaque heure. Écoutez bien, moi je suis dans les quartiers, écoutez bien, vendredi, samedi, dimanche. Surtout dimanche matin. Moi, j'ai une école des dimanches ici. Mais jamais, j'ai déjà suggéré, supplié, mettez nos xylophones avec vos enfants ici, mettez les tam-tams. Non, on m'amène des sortes de tam-tams, je me dis, car en parlant de la culture, vous insistez, docteur, sur la musique et surtout les instruments de musique, Baloba ou Loba. Et quel intérêt y a-t-il vraiment à promouvoir notamment les xylophones et les tam-tams que vous citez? Les touristes culturels, ils vont venir voir. Nous allons, si nous demandons le programme scolaire, nous demandons à chaque école où le programme est écrit pour les domaines des arts. Les arts, là, nous avons chant, danse, instruments de musique traditionnelle. Imaginez-vous que dans toutes les écoles, nous puissions avoir ces instruments-là. Imaginez-vous que dans nos marchés, on ait des marchés ici avec marchés que pour les arts avec nos xylophones, tam-tam, dikembe. Mais tous les gens se précipiteraient. Dans nos familles, nous irons acheter comme cadeau. Nous irons acheter un petit xylophone, un petit tam-tam pour des enfants qui font l'anniversaire ou le mariage ou le baptême. Mais c'est une grande richesse. Les gens viendraient d'ailleurs pour dire je vais là-bas pour acheter tel type d'instrument traditionnel parce que ça a un son que je ne retrouve pas, par exemple, dans nos synthétiseurs, on va l'imiter. C'est une grande richesse. C'est pour cela que je disais, moi, je me dis, mais si moi j'étais à côté de président Tshisekedi Tshilombo, la maison civile, j'allais dire transformer la maison de Tshisekedi ou Mulumba de Kabea Kamwanga, je ne sais pas si c'est à Kenakuna là-bas, transformer ça en patrimoine national et que nous puissions visiter ça. Les gens viendraient avec toute la bataille que notre héros a menée. Mais il n'y a personne qui prend cette initiative-là. Si nous mettions ça là-bas, vous allez voir comment Kabea Kamwanga là-bas va s'ouvrir. Mais nous attendons qui pour venir le faire. C'est une richesse. Voilà ce que je vous dis, c'est une richesse. Les gens viendraient d'ailleurs, comme on fait pour Mandela, pour aller voir sa maison de Soweto, là, où il vivait. Là. Oui, voulez-vous dire que si on vous nomme dans la maison civile du chef de l'État, vous allez concrétiser toutes ces idées? Hélas, maintenant je suis retraité. Je ne peux pas revenir en arrière. Le docteur Badibanga Sambo Kabisala est-il en train de revenir au recours à l'authenticité qui malheureusement, dit-il, a été politisé du temps du maréchal Mobutu? Que retenir de positif de ce recours à l'authenticité? Je vous assure, nous qui avons vécu ça, imaginez-vous que tout le monde mettait les pagnes. Je vous donne seulement pour les mamans, les pagnes. Nos filles ici ne mettent pas les pagnes. Tout le monde mettait. Nous avons des usines. Si vous allez à Kisangani, il y a, c'est pas Soteski ou quoi. Si vous allez, maman Mobutu, la première femme, Marie-Antoinette, disons. On a fait à Kinshasa, UDES Afrique, là, c'était que des pagnes.
Nous avions au Katanga, Lubumbashi, Solbena. Nous ne savons pas encore qu'est-ce que nous avions à Bukavu. Vous savez, nous sommes combien d'habitants? Si nous mettions tous nos femmes, nos filles mettaient les pannes, comme on fait en Côte d'Ivoire, nous les hommes, on commence à tisser nos abacos avec les pagnes. J'en ai ici comme souvenir. Le abacos en pagne. Mais ce n'est pas une richesse qu'on donnerait à tous ces couturiers, plutôt que d'aller chercher tous ces modes qu'on nous importe d'ailleurs. Pourquoi nous n'utilisons pas nos pagnes? Pourquoi nous ne produisons pas nos pagnes? La population de la province du Kasaï oriental est à plus de 60% jeune et donc très active. Mais comment utiliser cette force vive par rapport au développement de la province du Kasaï oriental, un Kasaï oriental où il n'y a presque pas d'emploi? Nous avons la charte africaine pour la jeunesse avec, je crois, 15 ou 18 articles. On a décrit les domaines pour la participation et le développement de l'adolescent. Heureusement d'ailleurs, dans ma vie professionnelle, en 2001, j'ai fait partie dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'OMS, j'ai fait partie de ce qu'on appelle les task force pour concevoir un peu les choses. D'où est né le réseau que vous raccroche ici. J'ai fait partie, moi, des premiers fonctionnaires de l'UNICEF avec l'OMS et d'autres agences pour concevoir ce task force. De telle sorte que en 2007, je me retrouvais maintenant en Centrafrique, mais j'avais fortement développé cette participation et développement de l'adolescent au niveau du Cameroun et de Centrafrique, de telle sorte que en 2007, il y avait ce qu'on appelle le G7, je pense, le G7 en Allemagne. En Allemagne. Ce sont mes programmes, on n'a pris que les filles, que j'avais fortement fait la promotion de concevoir, de participer au débat d'amélioration de leur environnement scolaire d'abord et puis communautaire, extrascolaire. C'est mon programme qui a été choisi au niveau de New York et de Dakar pour aller représenter la jeunesse africaine. On a pris une fille avec son encadreuse camerounaise de mon programme, puis mais j'étais déjà en Centrafrique. On a pris une fille de mon programme avec l'encadreuse d'ailleurs, encore une camerounaise qui est venue ici me seconder pour implantation de cette école. C'est pour dire que nous avons bâti notre programme sur quoi? Sur dire, regardez ce qui se passe dans votre milieu et essayons de voir si par nous-mêmes, nous ne pouvons pas transformer. D'où est né non seulement le RACOJ, et d'où est né aussi le Parlement des enfants. C'est nous qui sommes à l'origine de le Parlement des enfants. Le Parlement des enfants, que après recommandation, notre gouvernement ici, j'étais dans un atelier en 2005 avec le ministère de la Jeunesse de cette époque-là, à Kinshasa. Nous étions à Dakar pour un atelier où je donnais l'expérience comment organiser le Parlement d'enfants. Pour habituer l'enfant depuis son milieu, d'abord en milieu scolaire, parce que c'est cet enfant milieu scolaire que nous avons pendant 10 mois au moins avec nous, en disant il a ses frères et sœurs au niveau de la famille. Si nous donnons la matière à ces enfants scolarisés, mais ce sont eux qui seront nos relais au niveau de la communauté. C'est ça le Parlement des enfants. Nous avons organisé des débats pas politique comme tel, mais comme tout a toujours une coloration politique, mais nous avons organisé avec des assemblées et des gouvernements nationaux au niveau du Cameroun, au niveau du Centrafrique, de telle sorte que toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre avait l'attention sur ce programme-là, de voir comment le mener, c'est-à-dire faire participer les enfants à la réflexion des jeunes, parce que Parlement des enfants, puis d'autres ont évolué Parlement des jeunes. Et vous entendez à Goma, même si on commence à manipuler
dévier le rôle du Parlement des enfants. Moi, je dis, mais j'ai proposé ici, en 2015 ou 13, 14, ici, pour dire, est-ce que nous pouvons instaurer le Parlement des enfants au niveau provincial ici? Et malheureusement, avec toujours notre esprit plus ou moins tordu, on a refusé. Mais nous avions fait ce Parlement-là. Nous avions formé et aidé la sous-division de Mbujimaï à asseoir le comité des élèves, puisque maintenant c'est institutionnel, pour dire, faites le Parlement des enfants qui est apolitique. Il n'y a pas de groupe provenance politique, il n'y a pas religieuse, il n'y a pas de provenance culturelle. Tout le monde est ensemble et on regarde l'éducation à la bonne citoyenneté, à la démocratie et à la paix. Regardez, nous allons célébrer les 30 avril, journée de l'enseignement, et le 1er mai, fête du travail. Il n'y a rien au niveau de notre province. On pouvait au moins, dans cette période de la pandémie, dire on va réfléchir avec les parlements des enfants, que toutes nos écoles tiennent à cette occasion le Parlement des enfants et parler un peu de comment ils peuvent contribuer. C'est ce que je dis. Il y a des structures qui ne sont pas des militantismes, qui ne sont pas des militants, parce que les militants appartiennent à tel groupe. Si on pouvait mobiliser dans des structures comme celle-là, les parlements des enfants au niveau scolaire, où on intégrerait aussi au niveau communal, etc., municipal ou provincial, et ceux qui ne sont pas scolarisés, mais on aura des bons forums de réflexion des enfants, des jeunes, de participer au développement. Alors c'est ce que je suis en train de dire. Si nous avons un rêve de faire participer ces enfants à leur propre développement, tel que la réflexion avec les parlements des enfants, en ce moment-ci de l'Union sacrée, toutes les écoles pourraient prendre ces titres. Qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. On apprend des petites choses. On apprend des petites choses aux enfants. C'est ce que je dis. La jeunesse peut réfléchir avec le gouvernement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est entré à Kinshasa en 1997, la première, je crois, fête de Nouvel An, il fallait voir comment les jeunes de Kinshasa, un concours on a fait par leurs propres initiatives d'améliorer l'environnement, l'assainissement de leur rue, de leur quartier. Mais vous n'en croirez pas. On n'a payé pas un seul rond à ces jeunes-là. Mais ils l'ont fait parce que c'est ça, le jeune, il est enthousiaste, il veut faire, il veut montrer qu'il sait faire. Mais c'est ce que je dis. C'est seulement quand il y a des marches qu'on déverse tous ces jeunes, etc. On voit qu'il y a, comme le projet ici, Tudegelu. Mais qu'est-ce que font tous ces jeunes à contempler les caterpillars, les tronçonneuses, etc. Mais ils doivent être quelque part pour travailler. Donc nous avons la main-d'œuvre ici. Mais allez dans les territoires, vous n'allez pas croire. C'est ce que je dis, mais si notre gouvernance maintenant, en termes d'union sacrée, donc de notre vision que nous venons de dire, mais on peut dire la main d'œuvre est là, les jeunes savent, ils sont enthousiastes, ils sont résistants. Prenez-les, déversez-les sur les routes et faites de programmes réalistes avec une petite motivation ou avec, vous savez que nos instituts supérieurs universitaires, même professionnels techniques, n'ont pas de zones économiques de développement. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut donner il y a la faculté d'agronomie ici. Mais donnez-leur de champs à exploiter, donnez-leur de fermes. Mais ils n'en ont pas. Mais ces jeunes gens qui sont là, ça sera aussi leur motivation pour apprendre le métier. Donc c'est ce que je dis, nous nous endormons, alors que nous avons cette jeunesse
qui est capable de booster notre développement, mais si on les prend en charge pour dire, mais vous pouvez ça. Parce que c'est eux qui nous font vivre. Quand vous quittez les territoires pour venir ici, ce n'est pas la personne de mon âge ici qui va vous prendre. Ce n'est pas la personne de mon âge qui pousse la bicyclette, là. Les jeunes, que ce soit femmes ou hommes, tous ils sont là. Mais donc c'est une œuvre qui existe, il faut réfléchir. Il faut réfléchir comment utiliser ces jeunes pour que nous puissions maintenant créer la richesse avec eux. Ils sont disponibles. Et sûrement pour clôturer, Dr Badibanga Sambou-Kabisala, quelles sont les propositions concrètes pour pouvoir atteindre le développement de la province du Kasaï oriental? Il faut faire la synthèse de tout ce que je viens de dire. Parce que c'est ça les propositions même. Je dis, je rêve, il faut avoir un rêve. Quelle est la vision que nous donnons de développement à notre Kasaï? Peut-être on ne peut pas inventer encore la roue, mais nous avons des orientations. Et ces orientations, d'abord au niveau universel, mondial, nous avons ce plan d'action du développement durable d'ici 2030, qui s'appuie sur le capital humain, sur le développement social et sur le développement économique, et quatrième domaine, la culture. Et nous descendons au niveau du pays. Parce que notre pays ici, c'est la même chose, on articule. Si nous voulons avoir des financements extérieurs, on articule nos plans d'action par rapport à certaines priorités mondiales. Donc, nous aussi, puisqu'on a dit peuple d'abord, et je viens de donner le contenu du peuple d'abord, même si ça n'apparaît pas clairement dans les plans d'action et au niveau national et au niveau provincial, je dis, c'est tout simplement, tous ces piliers tournent autour de ce bien-être, sécurité, emploi, alimentation saine, soins de santé de qualité, éducation saine, identité, hygiène, assainissement. Je dis, c'est là le bien-être. Et alors, il faut élever le niveau de vie, faire une animation sociale, économique, qui peut dire qu'est-ce que nous avons comme ressources nous-mêmes locales mobilisables. Ne pas dire, non, nous sommes une province du chef de l'État. Ça, c'est un opium, il ne faut plus parler de ça. Il faut dire quel est le modèle de développement du Kasaï oriental, comme je viens de le décrire, je viens de donner un modèle ici, pour que nous soyons, nous, propres acteurs de notre propre développement, que les autres provinces vont dire, malgré qu'ils sont la province du chef de l'État, vous voyez, ils n'ont pas attendu comme ce qu'on attend maintenant, ils comptent sur eux. Puisque nous avons parlé de l'emploi comme une ressource indispensable pour donner des moyens à faire face à tous les autres piliers du bien-être, nous disons, nous devons voir ce qui existe pour créer l'emploi et adapter notre système éducatif fondamental et secondaire, supérieur, universitaire à ça, à ce que nous avons ici. C'est ça notre grand laboratoire. Si nous faisons ça, enfin, nous allons attirer d'autres peuples ici. Nous aurons un brassage de toute provenance et nous allons rendre le Kasaï oriental et en particulier la ville de Mbujimaï cosmopolite. C'est de là que viendra le développement. Ce rêve-là d'union sacrée. Sans quoi, on va tourner en rond, on verra en 2023. Je vous remercie, M. Kazali. Merci bien, docteur, pour ce temps passé avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en santé publique, analyste, éducateur et promoteur du complexe scolaire Bansambi. En tout cas, merci pour cette réflexion. Merci à vous toutes et à vous tous. Comme nous vous l'avons dit en début, likez, aimez, activez la cloche, abonnez-vous à Kasaï Développement TV pour être averti chaque fois que nous avons des informations et des émissions à vous soumettre, des émissions pour vous
pour vous faire vivre la réalité du Kasaï. Bien de bonnes choses chez vous et merci pour votre attention. Merci de vous abonner en masse. Nous allons vous retrouver la fois prochaine pour d'autres numéros. Au revoir. Zambe o nakomi tunaka o, Zambe o nakomi tunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo